Je vous présente à nouveau en très peu de mots le professeur Andrew Abbott. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là pour les conférences précédentes, tout le monde connaît Andrew Abbott, ses livres, sa production importante. Andrew Abbott est professeur à l'Université de Chicago depuis 1991 et nous le connaissons ici en France à travers de multiples occasions de collaboration ou de présentations qu'il a données à l'École des hautes études, à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines, à l'École des hautes études à nouveau. Il a donné la grande conférence Marc Bloch en 2015. Et à travers évidemment ses livres, The System of Professions, Time Matters, Chaos of Disciplines, Method of Discovery, one of my favorite, Processual Sociology, qui est le plus récent. Et voilà. Et puis vous savez tous qu'il a été l'éditeur de l'American Journal of Sociology, qui est la plus grande revue internationale de sociologie. Voilà. Je vais lui donner la parole tout de suite pour la troisième de ces conférences. Merci Pierre-Michel. Mes deux premières conférences m'ont permis de donner un aperçu du rapport qui existe entre faits d'un côté et valeurs de l'autre. Mercredi dernier, j'ai commencé mon histoire en décrivant la façon dont Emmanuel Kant a toujours considéré les faits et les valeurs de manière séparée. Ce choix tient en partie à la méthode employée par Kant dans ses travaux, c'est-à-dire de procéder à une critique. Dans le cas qui nous intéresse, cette méthode a consisté à investiguer du point de vue logique les conditions de possibilité d'une connaissance qui soit objective et d'une morale qui soit universelle. Il est peu surprenant que la structure logique de la démonstration de Kant diffère sensiblement de l'un et l'autre de ces deux cas. Ce n'est en effet qu'avec difficulté que Kant est parvenu à les réconcilier dans la critique de la faculté de juger, lorsqu'il décrit le déploiement de règles transcendantes dans le monde empirique, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Quant à Durkheim, perturbé par sa prise de conscience du fait que la morale était quelque chose qui avait évolué au cours de l'histoire, il a confiné l'analyse kantienne au monde empirique. Mais en pratique, il a conservé telle quelle l'idée du monde transcendant et s'est contenté de lui donner un nouveau nom, substituant le concept réifié d'une hypothétique société à celui de la raison pure chez Kant. Au fond, Durkheim n'a donc rien changé à l'analyse kantienne. L'idée de ma deuxième conférence a émergé d'une intuition. Je suspectais en effet que ni Kant ni Durkheim n'avaient véritablement compris la démarche historiciste et plus généralement la façon dont le changement social se produit dans l'histoire. Dans mon propos de vendredi dernier, j'ai contrasté l'historicisme avec l'économie en expliquant que si ces deux approches se plaçaient dans le présent, l'une était tournée vers le passé quand l'autre était tournée vers le futur. Chacune est donc incomplète. En outre, chacune s'occupe d'une tâche différente. L'historicisme veut expliquer le présent, l'économie veut choisir le futur en prenant compte le présent. Cela nous invite à combiner ces deux approches afin de les dépasser. J'ai ensuite dessiné le contour de ce que serait une théorie processuelle qui considère le présent comme la base de toute expérience humaine. J'ai mis l'accent sur plusieurs faits. D'abord, qu'à chaque présent, l'intégralité de la réalité sociale est toujours en jeu et doit être refaite. Ensuite, que ce qui nous apparaît dans l'histoire comme une réalité continue ne va pas de soi, et cette continuité apparente doit être expliquée. Enfin, que nous devons envisager que le futur regorge de possibilités différentes. Dans ma conférence de vendredi, j'ai esquissé les contours d'une idée maîtresse, mais encore implicite. Cette idée, c'est qu'il y a un rapport ou un lien entre l'historicisme, les faits, le passé et l'explication, d'une part, et entre ce que l'on peut appeler les théories de choix, les valeurs, le futur et le choix, d'autre part. Le processualisme vise à comprendre ces deux systèmes de relations et en même temps à les dépasser. Nous faisons les premiers pas de ce raisonnement aujourd'hui. Dans ma conférence d'aujourd'hui, je souhaiterais développer l'approche processualiste dans deux directions.
D'abord, je la mettrai à l'épreuve de deux célèbres conférences données par Max Weber. Je décrirai ces deux conférences comme étant elles-mêmes le produit de deux présents spécifiques, deux présents locaux, à la fois dans le temps social et dans l'espace social. Cela me permettra d'illustrer les concepts de processus, de localité et de lignage que j'ai introduits dans ma conférence de vendredi. La deuxième étape consistera ensuite à m'appuyer sur ces deux conférences de Max Weber pour développer mon idée de présent épais, un présent dans lequel expliquer et choisir sont des activités qui se chevauchent obligatoirement. Cette dernière idée confirme mon intuition selon laquelle, dans le présent, les faits et les valeurs sont simultanément en jeu. Cette intuition nous invite à nous retravailler l'approche kantienne de ce problème. En filigrane, je m'appuierai sur le contenu des deux conférences de Max Weber pour continuer à explorer ce problème des faits et des valeurs. En effet, comme vous le savez sans doute, la première de ces deux conférences porte sur les faits et sur la question de l'objectivité, et la seconde sur les valeurs et sur la question du choix. Voilà donc le programme qui nous attend aujourd'hui. Commençons donc par les deux célèbres textes dans lesquels Max Weber a présenté ses idéaux pour l'étude des faits et des valeurs. Ces deux conférences qui portent sur la Wissenschaft als Beruf et sur la Politik als Beruf sont traditionnellement désignées en français sous le titre « Le savant et le politique ». D'emblée, ces deux conférences sont importantes pour illustrer mon propos. En effet, dans chacune d'entre elles, Weber décrit des tendances qui ont marqué l'histoire sur le long terme. Cependant, comme je l'ai déjà expliqué, l'histoire n'est pas composée de ce type de tendances au long cours. En réalité, l'histoire est une succession ininterrompue des présents périlleux, ce que le contexte dans lequel chacune de ces conférences a été prononcée met en lumière. Max Weber a prononcé la première d'entre elles, Le savant, le 7 novembre 1917. À l'époque, l'Europe était en guerre depuis déjà plus de 3 ans. Près d'1,5 million de jeunes soldats allemands étaient déjà péris, ce qui représentait à l'époque environ 5% de la population masculine du pays. Dans le reste de l'Europe, la guerre avait déjà fait 15 millions de victimes en comptant les soldats et la population civile. En Russie, la veille de l'allocution de Max Weber, les bolcheviks avaient renversé le gouvernement d'Alexandre Kerensky. Sur le front maritime, le commandement allemand avait pris la décision de laisser libre cours à sa force sous-marine. En réaction, les États-Unis avaient dû renoncer à leur neutralité de façade et avaient officiellement déclaré la guerre et rejoint le camp des Alliés. En Allemagne, le gouvernement était scindé entre un Reichstag qui souhaitait mettre fin au conflit et un commandement militaire qui, lui, exigeait la poursuite des hostilités. Sur le front occidental, la ligne de défense mise en place par Ludendorff avait résisté aux assauts répétés des Alliés, mais un prix exorbitant avait été payé par les deux camps. Cependant, l'état-major allemand pensait alors avec un optimisme prudent que les Alliés finiraient bien par connaître une baisse de morale liée à l'usure de la guerre et que cela se produirait avant que la présence américaine dans le conflit n'ait un réel impact. Notez bien que je ne poursuis pas mon récit en racontant que les révolutionnaires bolcheviques étaient alors sur le point de signer, fait inattendu, le traité de Brest-Litovsk. Ce traité permit en mars 1918 de libérer un contingent énorme des troupes allemandes et donna en même temps accès à des très importantes réserves de nourriture et d'autres ressources indispensables à la poursuite des conflits pour les empires centraux. Je ne poursuis pas non plus mon récit en disant que l'entrée en guerre des Américains rendait les Alliés tout aussi optimistes que les Allemands, car ils pensaient, à tort, que les Allemands n'étaient plus en capacité de lancer une offensive majeure.
Tout cela, je ne le dis pas précisément parce que Max Weber n'en a pas encore entendu parler au moment où il prononce sa première conférence. Le traité de Brest-Litovsk ne sera signé que 4 mois plus tard, et Weber ne savait peut-être même pas à l'époque que les bolcheviks avaient pris le pouvoir en Russie. D'ailleurs, il ne savait rien de ce que l'état-major des Alliés pouvait bien avoir en tête. Puisqu'il n'était au courant de chacun de ces éléments, on peut dire, au moins en ce qui le concerne, que pour lui, ces faits n'avaient pas eu lieu. Seul l'attrait que peut avoir sur nous le caractère linéaire d'un récit historique explique que nous pensions qu'il est légitime de contextualiser la conférence de Max Weber en précisant que le traité de Brest-Litovsk allait peu de temps après libérer un contingent énorme des troupes allemandes, ou même que ce traité est dans le tuyau ou sur le point d'être signé ou quelque chose de genre. Voilà qui apporte un premier exemple à ma théorie processuelle. Le présent de l'expérience est toujours un présent local. Bien que sur tout moment sidéral, il existe sur Terre un moment newtonien universel, personne ne peut en avoir connaissance. Personne ne peut savoir ce qui se déroule en tous les points du globe au même moment. Seuls les historiens sont en mesure de le savoir, car ils ont beaucoup de recul et n'ont pas été partie prenante de cette histoire. Le 7 novembre 1917, les bolcheviks pouvaient très bien s'être déjà décidés à assumer les coûts énormes du traité de Brest-Litovsk afin d'avoir le loisir de consolider leur mainmise sur la Russie. Mais en aucun cas, Weber n'a-t-il pu avoir la moindre idée de ce que les bolcheviks avaient alors en tête. Par conséquent, les calculs des bolcheviks et la signature même du traité ne peuvent en aucun cas influencer notre jugement objectif ou moral sur les propos tenus par Weber le 7 novembre 1917, pas plus que sur les raisons qui l'ont amené à les tenir. Les gens n'ont d'autre possibilité que d'agir maintenant, dans le présent, et dans l'immense majorité des situations, ces personnes n'ont rien en commun avec les historiens qui, à un moment dans le futur, disposeront d'un savoir relativement exhaustif sur la situation en question. Pour autant qu'on s'intéresse aux raisons pour lesquelles les gens agissent comme ils agissent, seul compte ce qu'ils savent ici et maintenant. Pour le dire de manière plus abstraite, il nous faut toujours différencier le présent newtonien des nombreux présents expérientiels qui prennent place simultanément au sein de ce présent newtonien. Ce type de présent, le présent tel que l'on en fait l'expérience, avec toutes les limites que cela implique, c'est le seul présent qui ait un véritable sens social. Quand je dis que le présent de l'expérience est local, ce n'est pas seulement au sens spatial du terme, autrement dit, qu'à un moment newtonien T, il n'existe pas de présent expérientiel qui puisse englober l'entièreté de l'espace social. Non, quand je dis que le présent expérientiel est local, cette affirmation est également vraie au sens temporel du terme, c'est-à-dire qu'à un moment T, rien n'existe en dehors du présent, comme je l'ai montré dans ma conférence précédente. D'ailleurs, tout ceci vaut également pour le présent newtonien. Ni le passé ni le futur n'existent autrement que comme éléments du présent, trace de l'histoire dans le premier cas, espoir et rêve vis-à-vis de l'avenir dans le second. Et pourtant, nous avons tendance à oublier que le présent est toujours local au sens temporel du terme, car lorsque nous écrivons un manuel d'histoire, nous le faisons sur le mode du récit, et c'est d'ailleurs sur ce mode que nous nous remémorons les événements du passé. Par conséquent, lorsque nous voulons expliquer la Première Guerre mondiale, nous n'évoquons pas un à un des présences expérientielles qui se sont enchaînées et nous ne mettons pas l'accent sur le fait qu'à chacune de ces étapes, chaque situation paraissait périlleuse et son issue était inconnue. Non, lorsque nous voulons expliquer la Première Guerre mondiale, nous préférons nous lancer dans un grand récit mu par des forces sociales de grande ampleur qui tout à la fois engendre la guerre et la propulse vers sa fin désastreuse.
Raconter ainsi la guerre nous laisse avec l'impression que celle-ci a consisté en un processus constant et sans accroc, et qui aurait donc dû être anticipé et évité. Mais un tel jugement est absurde. La guerre a été engendrée par des enchaînements d'actions particulières, prenant place dans des contextes particuliers. Elle s'est propagée à travers d'autres enchaînements d'actions particulières qui ont pris place dans des contextes différents. Et elle aurait pu être arrêtée par encore d'autres actions particulières dans des contextes encore différents si toutes ces initiatives n'avaient pas échoué suite à des erreurs commises par des individus, par des qui pro quo ou la réticence de certains gouvernements, et ainsi de suite. Ce n'est que plus tard que les historiens ont été en mesure de relier tous ces présents disparates et décousus et d'en faire un récit dont les forces sociales de grande ampleur sont le sujet, en donnant l'impression que la guerre, tout comme la défaite des empires centraux, était d'emblée inéluctable. Ce récit est un mirage de A à Z et qui constitue un moyen mnémotechnique permettant de se souvenir d'une collection gigantesque des faits historiques, tout en les rendant intelligibles, en les reliant les uns aux autres. Ça ne change rien. Ce mirage, on le crée lorsqu'on regarde le passé en historiciste. Le processus social tel que nous le vivons ne consiste pas en un assortiment de forces sociales qui, sur la longueur, finissent bien par donner quelque chose. Non, le processus social consiste en réalité en une succession de présents reliés les uns aux autres de façon lâche. Dans chacun de ces présents, les individus se retrouvent face à des problèmes qui ont leur origine dans le passé immédiat, et ces individus doivent sans cesse prendre des décisions à échéance variable. Ces décisions vont à leur tour toucher d'autres acteurs en les mettant face à de nouveaux présents dans lesquels ils doivent à leur tour prendre de nouvelles décisions. Il est vrai que le résultat de ce processus s'apparente souvent au produit de l'action progressive de forces sociales de grande ampleur ou à celui de mécanismes universels et réguliers, voire ressemble même à une forme de téléologie telle qu'on se trouve chez Aristote ou Hegel. Mais tout ceci n'est que pure apparence. Le processus social est quelque chose qu'il nous faut expliquer et non pas traiter d'emblée comme allant de soi. La seconde conférence de Weber, la politique, illustre elle aussi mon propos. Par comparaison avec le savon, le politique a été prononcé dans un présent très différent. À la date de 28 janvier 1919, toute une série d'événements s'était en effet déjà produits. L'armée allemande avait connu des mutineries de grande échelle et avait perdu la guerre. Le gouvernement avait été dissous. Un régime de transition avait été mis en place par Friedrich Ebert et avait anticipé puis écrasé, en mobilisant rapidement des troupes nécessaires, une tentative de coup d'État menée par l'extrême gauche. Comme je l'ai fait précédemment, il est important de préciser ce que Weber ne savait pas au moment où il a donné cette seconde conférence. Allons-y. Weber ignorait que des militants de gauche organiseraient des soulèvements sporadiques tout au long du printemps de 1919, et il ignorait que l'année 1920 continuerait à être le théâtre d'un pays fortement divisé politiquement, avec le putsch de Kapp à droite et le soulèvement de la Ruhr à gauche. Ce qui est encore plus important, c'est que Weber n'avait pas connaissance du récit que nous considérons aujourd'hui comme incontournable pour expliquer les enjeux de la période. Ainsi, Weber ignorait que l'Allemagne allait petit à petit se réunifier autour de l'opposition réparation imposée par les Alliés. Il ne savait pas que ce nouvel état d'esprit diffus dans la population allemande allait donner aux élites au pouvoir l'occasion de transformer la société allemande et que cette transformation, aucun politicien dans le camp allié n'aurait pu la désirer, et c'est à elle qu'il faut rapporter les conditions de possibilité de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler.
Tout ceci vient nous rappeler encore une fois que dans le présent tel que nous en faisons l'expérience, nous ne nous percevons jamais comme des acteurs jouant dans une pièce de théâtre qui serait très longue, mais dont la fin nous serait connue, ou comme des simples pions de l'histoire en train de se faire. Dans ce présent, nous ne nous disons jamais que les générations futures vont porter sur nous un jugement moral, forte de leur connaissance de la façon dont notre présent a fini par tourner. En effet, le présent tel que nous en faisons l'expérience ne finit pas simplement par tourner de telle ou telle manière, devenant alors ce qui pour le moment est encore le futur. Ce futur, c'est nous que le faisons. Contrairement au récit que nous avons coutume d'en faire, le prochain présent ne flotte pas quelque part en attendant qu'un événement inéluctable ne finisse par le faire émerger des ténèbres du temps. En résumé, présenter le contexte dans lequel les deux conférences de Weber ont été prononcées m'a permis de vous expliquer pourquoi un processualiste considère l'histoire comme une succession de présents contingents qui peuvent parfois être alignés et mis en récit de façon convaincante et qui peuvent alors être mis au service d'entreprises visant à expliquer le passé ou à le juger. Voilà donc un deuxième exemple de ma position processualiste. Le processus social ne consiste en rien d'autre qu'en lignage d'événements tels que je viens de le décrire. Qu'il semble que ce processus soit composé d'entités solides et pérennes, telles que la classe bourgeoise, la nation allemande ou l'individu qui était Max Weber, voilà précisément où réside l'illusion. La pérennité de toutes ces choses au cours du temps est tout aussi fragile que le lignage des réflexions de Max Weber sur l'objectivité dans les Geisteswissenschaften. Je ne vais pas pouvoir développer ma pensée sur l'énigme que constitue les lignages, mais je me contenterai de remarquer que pour un processualiste, l'énigme centrale à laquelle toute théorie du monde social doit répondre est la suivante. Comment se fait-il que les entités sociales réussissent à maintenir une apparence de continuité, certes relative, au fur et à mesure que se succèdent un à un chaque présent périlleux? Bien évidemment, cette approche processuelle aurait été totalement incomprise de Weber lui-même. Celui-ci était en effet un historiciste convaincu, ce qui est assez évident à la lecture de ces deux conférences. Si l'on prend le développement de la science tel que décrit par Weber dans Le Savant, on se trouve en présence d'un processus historique qui se déroule de manière très constante. Toute découverte scientifique est vouée à être dépassée. En tant qu'individus, nous pouvons y contribuer à notre humble niveau, mais nous savons pertinemment que nos apports seront remplacés par d'autres. Tout jusqu'au fait que la science oublie son propre passé et se camponne exclusivement aux vérités acceptées dans le présent, tout semble illustrer que celle-ci est une entreprise mue par une dynamique interne, ininterrompue au cours de son histoire. De fait, c'est cette capacité à oublier son propre passé qui constituait depuis toujours la nature particulière de la démarche scientifique, tout comme n'importe quel peuple est lui aussi doté d'une nature particulière dans les écrits historiques de Herder ou de Hegel. Et quand, un an et demi plus tard, Weber en vient à disserter sur la politique, son propos devient encore plus clairement historiciste. Les processus décrits dans la politique sont des processus qui se déploient de manière uniforme au cours du temps, en fonction du contexte particulier dans lequel ils opèrent, mais en suivant une logique interne qui les rend impréables à toute volonté d'acteur individuel. L'historicisme graduel dont fait preuve ici Weber s'incarne dans trois théories. La première vise à expliquer sur le court terme la façon dont le pouvoir est passé des mains des dirigeants charismatiques à celles d'hommes politiques de métier. La deuxième vise à expliquer la genèse à moyen terme de la démocratie de parti.
La troisième expliquait le processus de long terme qui a vu l'administration se différencier de la politique. Ces trois théories illustrent ce qu'est une approche historiciste. Ce qu'il y a donc de commun aux deux conférences de Weber, c'est cette perspective résolument historiciste, c'est-à-dire un attachement à décrire le monde social comme résultant de l'action graduelle mais constante de forces sociales opérant au très long cours, un attachement à décrire les événements de l'histoire comme se produisant de façon inéluctable. Mais si ces deux lectures se rapprochent par l'historicisme dont elles font preuve, elles diffèrent cependant sensiblement quant à la place qu'elles accordent aux principes moraux. Le thème central de la première lecture sur le savant porte sur le désenchantement vis-à-vis duquel nous devons aborder ces principes. Weber nous dit que l'intellectualisation et la rationalisation ne peuvent connaître la moindre limite et que nous pouvons en principe apprendre et expliquer tout ce qui nous chante. Par conséquent, selon Weber, nous sommes forcément désenchantés. Même les sciences sociales et les humanités produisent du désenchantement. En effet, bien que ces disciplines soient en mesure de nous indiquer les valeurs qui priment dans une société à un moment T, elles ne peuvent pas expliquer pourquoi ce sont ces valeurs qui priment, ni même d'ailleurs s'il est souhaitable que nous ayons des valeurs tout court. La célèbre conclusion que Weber tire de ces observations, c'est que les professeurs ne devraient pas parler de politique en cours et plus généralement qu'ils ne devraient pas inculquer de valeurs à leurs élèves. La vocation de savant, telle que définie ici, ne se justifie pas plus que n'importe quelle autre prise de position fondée sur des valeurs. Ça, Weber le reconnaît clairement, mais il n'en finit pas moins sa conférence en défendant cette perspective. La conférence sur le savant formule donc un paradoxe. Il y aurait une valeur dans l'absence de valeur avec laquelle on devrait aborder les sciences sociales. Plus généralement, cette conférence affirme que toute valeur est arbitraire. Bien évidemment, et si l'on prend en compte le contexte dans lequel elle a été prononcée, les contradictions internes au propos de Weber ne sont pas surprenantes. Au moment où il parle, 1,5 million de jeunes Allemands viennent de périr dans une guerre dont la raison d'être est opaque et qui ne semble pas près de s'achever. Quel autre choix alors, sinon garder espoir envers et contre tout? Dans le cas de la conférence sur la politique, c'est tout l'inverse. On y entend un franc aveu de la place centrale qui doivent occuper les valeurs et les principes. Ici encore, le propos de Weber reflète le contexte dans lequel il a tenu sa conférence. Lorsqu'il parle des principes, son propos reflète la réouverture de la vie politique allemande depuis la Révolution et la fin de la guerre. Son obsession pour la violence d'État reflète les 4 années de guerre et la répression impitoyable subie par les spartakistes. La façon dont Weber se trompe systématiquement en analysant l'histoire de France et celle de la Grande-Bretagne reflète le fait qu'il parle depuis un point de vue d'Allemand. La pièce maîtresse de cette seconde conférence est bien sûr la discussion sur les 3 qualités nécessaires qui, si l'on veut faire de la politique son métier, à savoir être capable de se passionner pour une cause, avoir le sentiment de responsabilité et avoir du discernement. A contrario, les 2 défauts les plus dangereux pour le métier d'homme politique sont la vanité, l'absence de sentiment de responsabilité et le manque de discernement. Ces qualités et ces défauts sont censés découler d'une discussion menée précédemment par Weber et dans laquelle il passe en revue et compare le système politique et les hommes politiques des pays qui constituent les puissances principales à la fin du XIXe siècle. En réalité, pourtant, cette liste de valeurs dressée par Weber ne se vérifie pas dans la pratique. Cette liste de qualités ne caractérise en effet aucun des grands hommes politiques de l'époque, qui en a pourtant connu un certain nombre. En premier lieu, cette liste passe complètement à côté de la personnalité de Bismarck, qui ne correspond au portrait idéal dressé par Weber que pour le discernement dont il fit preuve tout au long de sa carrière.
Mais Bismarck n'est qu'un des nombreux exemples du fait que Weber échoue complètement à décrire ce qui caractérise un canton politique. Cet échec est également patent si l'on considère les grands hommes politiques britanniques de l'époque, de Peel à Disraeli, en passant par Palmerston et Gladstone, ou leurs homologues outre-Manche comme Thiers ou Guizot. Mais le plus important ici est que Weber prend le revers complet de la position désenchantée qu'était la sienne dans la première conférence. Loin de se montrer indifférent et détaché, l'auteur de la conférence sur la politique est clairement animé par les principes politiques et les engagements qui sont les siens. Pour résumer, les deux conférences se font le relais d'une vision historiciste du monde social. Là où les deux conférences diffèrent réellement, c'est lorsqu'elles prennent des positions diamétralement opposées sur la question des valeurs et des principes. Dans Le Savant, Weber, désenchanté, rejette l'idée même de valeur, tout en reconnaissant les contradictions qui sont les siennes à ce sujet. Dans Le Politique, Weber commence sobrement, mais fait en définitive preuve du romantisme lorsqu'il proclame l'importance de se battre pour une cause, d'avoir des principes, de s'en tenir à ses engagements. Ce romantisme s'oppose alors en tout point au nihilisme desséché dont il avait pourtant fait preuve dans la première des deux conférences. Pour Weber, analyser et agir sont deux activités complètement séparées. L'analyse est première et façonne l'action qui, elle, répond à des valeurs dont l'analyse est censée ne pas pouvoir rendre compte. Cette division absolue entre faits et valeurs, Weber l'hérite de Kant, et celle-ci transparaît dans l'organisation de sa pensée en deux conférences distinctes. Je veux cependant défendre une position sensiblement différente. Je m'oppose à l'idée selon laquelle il serait possible pour les chercheurs en sciences sociales de distinguer analytiquement explication du monde social et action sur celui-ci. Je rejette également l'idée que cette distinction découlerait tout naturellement de la séparation qui existerait entre faits et valeurs. Au contraire, je m'inscris ici dans la continuité de ma conférence précédente quand je défends l'idée que faits et valeurs ne peuvent pas être séparés. Cette déduction est à rapporter au fait qu'en réalité, faits et valeurs portent peu ou prou sur les mêmes objets, mais en se situant sur deux plans temporels distincts. En ce qui concerne le processus social, l'approche scientifique, ou pour le dire plus généralement, le fait de chercher à expliquer un phénomène, porte sur le passé, tandis que la politique, ou pour le dire plus généralement, le fait de faire des choix, porte sur le futur. De plus, même si ces activités, à savoir expliquer et choisir, sont respectivement orientées vers le passé et vers le futur, elles n'en sont pas moins toutes deux ancrées dans le présent expérientiel. Il ne s'agit donc pas de domaines complètement séparés dans la vie des individus, mais juste d'aspects différents de la manière dont nous agissons dans le présent expérientiel. Nous les combinons sans cesse lorsque nous faisons des choix dans le présent, sur la base de ce que nous croyons, toujours dans le présent, constituer des mécanismes permettant d'expliquer la réalité sociale. Faire des choix, c'est tout simplement la façon dont nous regardons le futur depuis le présent. En effet, le futur est ouvert et largement vulnérable aux actions que nous entreprenons. A contrario, lorsque nous cherchons à expliquer un phénomène, c'est la façon dont nous regardons le passé depuis le présent. En effet, nous pensons que le passé est révolu et, d'une certaine manière, figé, même si, de manière paradoxale, la vision que nous en avons dans le présent ne cesse d'évoluer. Ce qui sous-tend mes propos, c'est la position processualiste que je défends et qui consiste à affirmer que rien n'existe en dehors du présent. Quel que soit le teneur du présent dont nous faisons l'expérience, son passé est en effet révolu. La seule façon dont ce passé peut avoir une influence sur nous, c'est à travers les traces qu'il a laissées et qui subsistent dans notre présent expérientiel. De même, le futur dont nous ferons l'expérience n'est pas encore advenu.
la seule façon dont ce futur peut avoir une influence sur nous dans le présent, c'est lorsque nous entretenons des aspirations, des rêves et des craintes vis-à-vis de nous-mêmes ou d'autres personnes. Selon moi, les deux conférences de Max Weber ne portent donc pas vraiment sur la science et la politique, ou sur l'objectivité et les valeurs, ou même sur le savant et le politique. Non, ce dont elles traitent en réalité, c'est du passé et du futur. Dans ma conférence de vendredi dernier, j'ai déjà soulevé l'idée que c'est dans la façon dont nous regardons depuis le présent, soit vers le passé, soit vers le futur, que réside la réelle différence entre l'activité qui consiste à expliquer et l'activité qui consiste à choisir. Je voudrais désormais faire le lien avec une autre idée que j'ai défendue vendredi, à savoir que le présent tel que nous en faisons l'expérience est nécessairement épais, un présent qui a une véritable durée. Je vais vous démontrer qu'expliquer et choisir sont des activités qui, toujours présupposent et même impliquent de considérer le présent comme épais. Cette démonstration mettra en lumière les limites ontologiques et temporelles à l'intérieur desquelles toute tentative de comprendre les rapports entre faits et valeurs doit prendre place. Ces limites définiront à leur tour le cadre dans lequel je développerai ma propre théorie du rapport entre faits et valeurs, ce à quoi ma conférence de mercredi prochain sera consacrée. Commençons donc notre démonstration du caractère épais du présent par un premier argument. Du point de vue de l'expérience que nous faisons du monde social, il n'existe pas de présent qui soit instantané, universel, englobant. Ce qui paraît être un présent au sens de Newton est en réalité une chaîne de présents expérientiels connectés les uns aux autres et qui se trouvent à distance variable les uns des autres, soit très proches jusqu'à se chevaucher, soit plus éloignés. Ceci, je viens d'en donner une illustration dans mon énumération des choses que Weber savait et ne savait pas aux dates précises où il a prononcé ces deux célèbres conférences. Vous vous souvenez sans doute que j'ai fortement insisté sur une distinction, celle qui existe entre trois types d'événements. Ce qui, au moment où Weber a parlé, s'était déjà produit, au sens newtonien du terme, et dont Weber avait connaissance, première. Ce qui s'était déjà produit, mais que Weber ignorait, et qui par conséquent était situé dans le futur, dont il ferait potentiellement l'expérience. Et enfin, des événements qui ne s'étaient à l'époque pas encore produits. Certes, nous pourrions atténuer cette distinction en arguant du fait que Weber aurait pu avoir l'intuition que le traité de Brest-Litov se préparait, ou qu'il aurait pu deviner que quelque chose qui ressemble au putsch de Cap était dans les tuyaux. Mais tous ces savoirs au conditionnel ne sont pas de vrais savoirs, sinon de suppositions et des prévisions. Dans le présent dont Weber a fait l'expérience, ces événements font partie d'un futur qui relève encore purement et simplement de l'imagination. Ces croyances sont de l'ordre du possible ou du probable, ni plus ni moins que tout autre enjeu concernant le futur, mais qui pèseraient sur la façon dont nous nous comportons dans notre présent expérientiel. Cependant, tout cela ne signifie pas que Weber avait connaissance de la possibilité qu'un traité comme celui de Brest-Litov soit signé de la même façon que les bolcheviks en avaient connaissance au moment où ils envisageaient de signer ce traité. Dire que ces savoirs à propos du processus social relèvent de sortes ou de degrés différents revient donc simplement à dire que le présent de l'expérience est toujours un présent local. Ce qui constitue le présent ou même le passé pour un individu représente bien souvent le futur pour un autre individu. Sociologues et historiens peuvent très bien, avec le recul, faire l'hypothèse d'un présent newtonien universel, de la même façon qu'un cartographe qui se servirait de la projection de Mercator pour émettre des hypothèses quant à la forme du globe. Mais si l'on se donne pour objectif de comprendre les flux réels qui animent le processus social,
c'est-à-dire les déterminations et les choix qui le composent, alors le présent newtonien, dans son caractère englobant, est tout aussi dénué de sens que la projection de Mercator. Recevoir l'information qu'un événement s'est produit n'est pas instantané. Cette information prend du temps pour se propager, tout comme cela prend du temps pour que les effets engendrés par un tel événement se propagent d'un lieu à un autre dans l'espace social. Le fait que personne ne soit en mesure de faire l'expérience du présent newtonien dans son intégralité signifie qu'à tout moment, les événements qui se produisent au sein du processus social répondent principalement à des événements qui se sont produits à proximité immédiate dans l'environnement social et temporel qui leur est le plus proche. Cependant, ces événements les plus proches dans le temps et dans l'espace peuvent très bien trouver leur propre origine dans d'autres événements situés quant à eux très loin le long de ces deux axes. Comme l'ont noté en leur temps Berleson, Lazarsfeld et McPhee, lors d'une élection américaine, les gens prennent tout part au même scrutin, mais ils ne se prononcent pas sur les mêmes enjeux. Ces auteurs développent leur idée en prenant l'exemple de l'élection présidentielle de 1948 et en expliquant que lors de ce scrutin, certaines personnes s'étaient en réalité prononcées sur la question de l'internationalisme soulevée lors de la campagne de 1940, autres sur le sujet de la Grande Dépression qui était à l'agenda de la campagne de 1932, ou même sur le maintien ou l'abolition de l'esclavage, enjeu qui avait été discuté lors de la campagne de 1860. Pour le dire de façon plus théorique, tout ceci signifie que la colère que certains ont pu ressentir vis-à-vis de l'issue de la guerre de sécession a, d'une manière ou d'une autre, fait l'objet d'une certaine transmission à travers l'histoire. Cette transmission peut avoir pris la forme de souvenirs directement conservés par les personnes encore vivantes en 1948, mais elle a pu aussi se faire à l'intérieur des familles ou à travers l'action d'organisations qui cherchaient à recruter de nouveaux membres afin de maintenir vivace l'héritage des États confédérés. C'est donc à chacun des présents qui se sont succédés de 1865 jusqu'à 1948 que des individus ou groupes d'individus ont transmis cette colère à d'autres individus ou groupes d'individus. Ce processus ne s'est donc pas produit nécessairement de façon simple et linéaire, se logeant dans la mémoire d'un individu tout au long de sa vie, par exemple, mais il est fort possible qu'il soit en réalité lié à une chaîne beaucoup plus complexe de connexions qui, pour une raison ou pour une autre, a trouvé son apogée chez certains des votants de 1948. Le phénomène que je viens de décrire est donc profondément local, et la conséquence de cela c'est que le processus social ne peut jamais arriver à l'équilibre, car il est constamment animé par des effets et des savoirs qui voyagent et se propagent à travers la structure sociale en empruntant au long cours des douzaines de chemins différents. C'est pour cela, parmi d'autres raisons, que la vision que nous avons du passé change nécessairement au fil du temps. Et voilà la pierre où achoppe véritablement l'historicisme comme démarche scientifique. La vraie difficulté réside dans le fait que l'historicisme cherche à expliquer un présent qui est conçu comme une fin vers laquelle toutes les choses tendent. Le latin dirait un terminus ad quem. L'historicisme se donne pour mission d'expliquer comment tel moment particulier en est venu à être ce qu'il est. Il pose les questions suivantes. Comment la situation en novembre 1917 en est-elle venue à être ce qu'elle fut, et celle de janvier 1919? Et encore plus fréquemment, comment aujourd'hui, quelle que soit la signification de ce terme, est-il advenu? Cependant, la formulation de ce programme de recherche pose des problèmes évidents.
Premièrement, même un présent newtonien ne constitue en réalité pas un terminus ad quem. En effet, il y aura toujours un futur pour succéder à ce présent, et la démarche historiciste dans son ensemble n'a aucun moyen d'expliquer ce futur. Comme je l'ai montré, les conséquences générées par un événement prennent un certain temps pour quitter l'épicentre de cet événement et se faire un chemin à travers le reste du processus social. De même, l'information qu'un tel événement a eu lieu à un point du processus social prend également un certain temps à être reçue à un autre point du processus. Tout cela signifie que chaque présent newtonien englobe une quantité gigantesque de changements encore imbriqués dans le processus social. Les effets de ces changements sont occupés à se faire un chemin à travers tous les différents présents expérientiels qu'ils rencontrent, si bien que ces effets n'ont pas encore été ressentis dans les endroits du processus social qui sont éloignés de leur épicentre, c'est-à-dire du lieu où ils ont été impulsés. Ces changements imbriqués dans le processus social ont toutes les chances d'être invisibles aux yeux de l'historien qui conçoit le présent newtonien comme le point d'arrivée de son récit. Et pourtant, ce sont précisément ces mécanismes qui sont responsables du fait que ce point d'arrivée, la fin de ce premier récit, est en réalité, elle aussi, toujours sur le point de connaître des changements. Cette dernière dynamique paraîtra sans doute assez claire pour qu'un nouveau modèle d'explication d'inspiration historiciste la prenne pour objet, établissant alors un récit dont la fin se situera à un moment newtonien postérieur au moment newtonien sur lequel s'achevait le premier récit. Le processus social ne s'interrompt jamais et à tout moment, il contient en son sein des sous-processus de diffusion d'informations et de détermination dont la propagation reste à ce moment encore difficile à percevoir et à mesurer. Puis, tous ensemble, ces sous-processus forment le moment newtonien dans lequel nous nous trouvons. Ce sont eux qui façonnent l'éventail des possibilités et des choix qui se présentent aux acteurs du présent newtonien. Ce sont ces acteurs qui, dans le futur newtonien, feront à leur tour le prochain présent qui sera différent de l'actuel. En d'autres termes, là où l'historicisme pêche en tant que théorie générale du processus social, c'est dans le fait qu'il ignore la façon dont le présent actuel va réagir aux traces du passé qu'il contient et qui vont se manifester, car cette réaction n'a pas encore eu lieu. La démarche historiciste n'ignore pas uniquement l'étendue de la réaction des structures du présent aux vestiges du passé, mais elle fait également abstraction du fait que les choix faits par les individus ont un rôle dans cette dynamique de réaction qu'ils peuvent tout à fait infléchir. L'historicisme a donc un problème. L'historicisme a besoin, en tant que démarche, d'avoir un résultat final et stable à expliquer, alors qu'une telle situation ne se présente en réalité jamais. Toutefois, si la démarche explicative qui est celle de l'historicisme échoue à rendre compte du passé en s'achevant sur un présent faussement stationnaire, les théories de choix suivent la trajectoire exactement inverse. Celles-ci échouent à rendre compte du futur car elles débutent leur raisonnement à partir d'un présent tout aussi faussement stationnaire. Il en va ainsi des deux disciplines qui ont le mieux pris appui sur les théories de choix, à savoir l'économie et la théorie politique. L'économie ne s'intéresse jamais au passé. Pour sûr, elle s'intéresse au futur, et d'ailleurs même le futur lointain dans le cas de l'actualisation. Mais tous les coûts qui ont déjà été payés et toutes les satisfactions qui ont déjà été ressenties, l'économie n'a rien à faire. Seuls deux aspects comptent. D'une part, les différentes possibilités qui se présenteront dans le futur et le coût afférent à chacune d'entre elles. Et d'autre part, l'ancrage présent des choix des individus, c'est-à-dire les préférences des acteurs économiques. De la même façon, la théorie politique normative, telle qu'on la trouve chez Rousseau, John Rawls ou, dans notre cas, chez Max Weber, ne porte pas sur le passé.
Elle propose des règles afin de faire des choix justes dans le futur. Tout comme les préférences des acteurs économiques, celles des acteurs politiques sont exogènes à ce système de pensée et sont simplement introduites depuis l'extérieur. Elles sont d'emblée tenues pour acquises. L'économie et la théorie politique sont donc des théories prospectives, des théories qui visent à prédire les choix et les comportements qui s'avéreront les plus efficaces dans le futur. Lorsque je dis que l'économie ignore le passé de façon illégitime, je renverse simplement d'un point de vue logique un constat que j'avais émis à propos de l'historicisme, qu'il ignorait le futur de façon illégitime. Si je peux prouver cette nouvelle idée, les deux activités de la pensée qui sont expliquer et choisir, loin de ne faire que se côtoyer à un instant newtonien, se chevauchent nécessairement dans le temps. Ce chevauchement est une autre manière de justifier le caractère épais du présent expérientiel. Ce caractère épais découle ainsi du chevauchement dans le temps de ces deux modes de l'expérience que sont l'activité qui consiste à expliquer des phénomènes et celle qui consiste à faire des choix. Par conséquent, séparer ces deux activités, même sur le plan analytique, n'est pas raisonnable. Je dois donc démontrer que les théories du choix se trompent en postulant que l'on peut définir un point de départ clair et qui ait du sens pour les phénomènes qu'elle étudie, de la même façon que les historicistes se trompaient quant à la possibilité d'identifier précisément le point d'arrivée de leur récit. Il me faut prouver que dans la réalité, on ne peut jamais identifier pour un choix deux moments absolument premiers. Et pour cela, il me faut adopter un raisonnement exactement inverse à celui que j'ai appliqué à la démarche des historicistes. Reprenons ce raisonnement. Dans le cas des approches visant à expliquer des faits, on ne peut pas considérer que le présent représente fidèlement l'ensemble des conséquences du passé, car nous avons vu qu'en réalité, certains des effets de ces phénomènes passés se sont accumulés à l'intérieur du processus social et continuent de s'y propager dans le présent. L'idée que je vais désormais défendre reproduit ce raisonnement. La voici. Lorsqu'il s'agit de faire un choix, on ne peut pas considérer que le présent représente fidèlement la situation initiale quant à ce choix, car le présent a une préhistoire sans laquelle on ne peut en aucun cas faire des choix qui aient du sens. On peut mettre en évidence trois séries générales de raisons qui justifient de la nécessité de connaître la préhistoire du présent afin de faire des choix qui soient raisonnables. La première tient au fait que le présent est tout à la fois le résultat des mécanismes causaux situés dans le passé immédiat et le résultat des choix qui ont été opérés dans le passé en composant précisément avec ces déterminations. Si nous ne savons rien de la préhistoire du présent, il nous sera impossible de distinguer entre, d'une part, les aspects du présent actuel qui sont le produit d'une forme quelconque de détermination, et d'autre part, les aspects du présent qui sont le produit de choix faits dans le passé immédiat. En outre, nous ne connaîtrons pas l'identité des individus qui ont fait ces choix et nous ne saurons pas quelle a bien pu être la stratégie de ces individus, ni s'ils avaient la possibilité d'agir autrement et ainsi de suite. De telles informations peuvent faire l'objet d'une déduction, mais à une seule condition, que nous disposions de données portant ces deux points distincts dans le temps. Pour le dire autrement, si nous ne savons rien de la préhistoire du présent, alors nous n'avons aucune chance de réussir à identifier les individus dont les rêves ne se sont pas encore réalisés. On n'aura que très peu d'informations au sujet des préférences des acteurs économiques et peu d'informations sur les stratégies qu'ils développent ou sur le degré de confiance que l'on peut leur accorder. Si l'on ne dispose pas d'au moins deux observations faites séparément dans le temps, on ne peut faire la distinction entre ce qui, dans l'élaboration du présent, relève de la détermination et ce qui relève du choix. Et par conséquent, on ne peut presque rien savoir de la façon dont l'univers des choix est concrètement structuré dans le présent.
En second lieu, pour des raisons très similaires, nous sommes très ignorants de ce qui, dans notre présent actuel, relève de mécanismes explicatifs. D'une part, il nous est impossible de décrire le comportement de telle ou telle variable sans disposer pour celle-ci d'observations multiples effectuées à plusieurs points dans le temps. Mais, et c'est encore plus important, la plupart des choses que nous cherchons à expliquer font en réalité l'objet de controverses quant à leur essence profonde. Ces choses sont désignées par des termes qui portent en eux certaines valeurs, des termes qui revêtent différentes significations selon les gens qui les utilisent. Ainsi, pour les uns, les graffitis sont un acte de délinquance juvénile. Pour d'autres, une forme d'expression artistique. Et pour un troisième groupe encore, ils constituent des signes permettant aux gangs de s'identifier les uns des autres. Les sciences sociales, puisqu'elles ont vocation à rendre compte des phénomènes qu'elles étudient, n'ont d'autre choix que de trancher de manière arbitraire entre les différentes définitions à disposition. Ces décisions arbitraires peuvent s'avérer plus ou moins heureuses au fil du temps, car les gens trancheront et continueront à trancher parmi les définitions des phénomènes que les sciences sociales cherchent à expliquer. Et ces choix finissent par affecter les résultats même produits par ces sciences sociales. Ce problème, nous pouvons l'appeler le problème des changements de valeur accumulés dans le processus social, mais sous la forme de potentialité. En faisant un parallèle avec un autre problème dont nous venons de discuter et qui lui porte sur les changements induits par des mécanismes causaux accumulés dans le processus social, mais sous la forme de potentialité. Il va de soi que si l'on savait davantage au sujet de la préhistoire du présent, on pourrait beaucoup mieux anticiper le type de changement de valeur que vient d'évoquer et on gagnerait alors beaucoup en capacité à faire des choix qui nous soient avantageux. En troisième et dernier lieu, connaître la préhistoire du présent nous aide à mettre en relation, à réorganiser, voire à restructurer les acteurs mêmes du processus social. Dans le cas contraire, on prend le risque de rater une bonne occasion de mettre tel ou tel groupe en relation avec telle ou telle aubaine, ou d'échouer à identifier une bonne occasion de reconstruire les individus et les groupes qui précisément ne cessent de reconstituer au cours du processus social. Cette bonne occasion peut prendre la forme d'une nouvelle alliance politique ou au contraire consister à mettre un terme à une alliance déjà en place. En ignorant la préhistoire du présent, on prend également le risque de passer à côté d'éléments précurseurs qui pourraient être introduits dans un lignage afin de faire figure de nouveaux passés dans l'histoire de ce lignage. Ce faisant, on risque de passer à côté d'une occasion d'aider tel ou tel acteur qui, à notre faveur dans le présent, à se construire une légitimité renouvelée. En ne sachant rien de la préhistoire du présent, on renonce à tout un large éventail d'actions que l'on pourrait entreprendre afin de reconstruire les entités qui constituent précisément le processus social lui-même. Choisir d'entreprendre ou non de telles actions, voilà une des décisions les plus importantes que nous ayons à prendre. Voilà donc les trois séries de raisons qui expliquent pourquoi il est important que nous ayons une connaissance de la préhistoire du présent. Et voici ce qu'il faut en tirer. Approcher les faits pour les expliquer en pur historiciste est tout autant voué à l'échec que d'envisager l'avenir en pur théoricien du choix. En effet, dans le premier cas, l'erreur réside dans le fait de considérer le présent comme une terminus ad quem, alors que dans le second, elle réside dans le fait de le considérer comme un initium ex quo, c'est-à-dire un commencement absolu, libre de toute détermination. On ne peut pas trouver de moment qui, dans le cadre d'un choix, serait absolument premier. Nous avons donc à la fois montré que raisonner en pur historiciste est voué à l'échec si l'on ne va pas plus loin que l'explication du présent dans lequel nous nous trouvons, et nous avons montré que raisonner en pur théoricien de choix est voué à l'échec si on ne remonte pas plus loin que le présent dans lequel nous nous trouvons pour comprendre les décisions qui prennent les individus.
À travers ces deux démonstrations, nous avons montré que les deux types de raisonnement, expliquer et choisir, se chevauchent nécessairement de manière substantielle dans le temps. Attention, ce chevauchement va plus loin que le simple fait que ces activités coexistent et soient adjacentes dans telle ou telle fraction du présent. Le caractère épais du présent ne provient donc pas seulement de la distance qui existe dans le présent newtonien entre les événements qui se produisent et les acteurs du processus social, mais ce caractère épais provient également du fait qu'expliquer et choisir sont des activités qui se chevauchent par nature sur une durée étendue. Lorsqu'on cherche à expliquer un phénomène, on doit nécessairement, contre notre regard en aval, dépasser le présent jusqu'à apercevoir le futur immédiat. Et lorsqu'on le cherche à anticiper les choix qui vont opérer les individus, on doit nécessairement porter notre regard en amont, dépasser le présent jusqu'à apercevoir le passé immédiat. Par conséquent, ces deux approches ne constituent en réalité rien d'autre que deux façons différentes de décrire la manière dont les individus agissent dans le présent. Expliquer revient à se retourner pour identifier ce qui a déterminé le phénomène dont l'on cherche à rendre compte, tandis que faire des choix revient à regarder droit devant soi pour identifier les occasions qui se présenteront. La première approche peut être appliquée aux objets qui sont traditionnellement l'apanage du second et vice-versa. Nous pouvons donc bien sûr utiliser l'approche économique pour tenter d'expliquer le passé, et nous pouvons tout aussi bien utiliser l'approche historiciste pour tenter de prédire le futur. Il va de soi que si ni l'une ni l'autre de ces manœuvres ne se révèlent très efficaces, mais ce n'est pas ce qui nous importe ici. Ce qui nous importe, c'est premièrement que ces activités s'intéressent toutes deux à la manière dont les individus agissent dans le présent, mais portent sur des aspects différents de ce processus. Et deuxièmement, que ces deux activités se chevauchent de façon importante. Tout ceci suggère qu'il n'est jamais possible de séparer démarche explicative et démarche prospective lorsque l'on cherche à comprendre la façon dont se déroule le processus social. Nous devons théoriser ces deux démarches comme portant simplement sur deux aspects d'une seule et même chose. Qu'est-ce que cette chose, ou devrait-elle être? Nous n'en sommes pas sûrs, mais ce dont nous sommes sûrs, désormais sûrs, c'est qu'il nous faut la traiter comme une seule et même chose. En d'autres termes, nous devons partir du postulat que faits et valeurs sont deux dimensions d'un seul et même processus social, deux dimensions qui sont intimement liées l'une à l'autre. Lors de ma dernière conférence, je tâcherai de commencer à tracer le contour d'une telle théorie. Mais on peut d'ores et déjà en tirer des enseignements concrets à la façon de faire des sciences sociales. Et je voudrais finir ma conférence d'aujourd'hui en évoquant justement ces enseignements. J'espère vous avoir persuadé qu'en dépit de ce qui est implicitement ou explicitement affirmé dans les deux célèbres conférences de Max Weber, la séparation nette dans les sciences sociales entre faits d'un côté et valeurs de l'autre constitue très probablement une erreur. Au XXe siècle, on a généralement justifié cette séparation nette en soulignant le risque encouru par la science dont l'objectivité risquerait d'être corrompue par une démarche guidée par des valeurs préexistantes, soit politiques, soit culturelles. Assurément, nous pouvons citer de nombreux exemples de cette corruption, et il y a par conséquent largement de quoi justifier la position qui est celle de Weber dans Le Savant. Mais vous avez remarqué que lorsque j'ai démontré que faits et valeurs étaient nécessairement imbriqués, je n'ai pas fait la moindre allusion à la politique ou à ce risque de corruption. Le fait de ne pas pouvoir séparer faits et valeurs se justifie en réalité par les deux raisons suivantes. Premièrement, expliquer et choisir sont deux activités ancrées dans le présent. Deuxièmement, même s'il ne s'agit pas de regarder dans la même direction dans l'un et l'autre de ces deux cas, expliquer et choisir sont en définitive des activités qui prennent place dans des réalités toujours locales et toujours particulières, autrement dit des présents qui, du point de vue d'individus ou groupes d'individus, sont certes uniques, mais toujours connectés les uns aux autres.
Le lien entre ces deux activités est intrinsèque au processus social, en tant qu'il se compose d'actions entreprises par des humains dans des présents à chaque fois particuliers. Donc, il me semble que nous devons actuellement repenser notre travail et développer de nouveaux genres, au sens littéraire du terme, qui acceptent ouvertement de reconnaître, théoriser et approfondir l'interdépendance qui existe au présent entre les deux activités qui sont expliquées et choisies. En d'autres termes, nous devons recommencer à zéro et imaginer une science sociale unifiée qui prenne à la fois le passé et le futur en compte, et lorsqu'elle cherche à décrire le présent, une discipline juste et humaine qui cherche à la fois à expliquer des faits et à juger des valeurs. C'est à cette tâche que je m'attellerai mercredi à l'occasion de ma dernière conférence. Mais avant de vous quitter aujourd'hui, il me reste quelque chose d'important à dire au sujet de conférence de Max Weber. L'exemple apporté par celle-ci suggère que, dans certaines situations, nous désirons dévier de la recommandation générale que je viens de formuler, à savoir qu'il nous faut sciemment combiner faits et valeurs dans l'analyse. Selon moi, lorsque dans le savant, Weber fait preuve d'une rigueur absolue et se consacre exclusivement à analyser des faits, il se comporte de façon délicate, étant donné l'incertitude extrême qui régnait en novembre 1917. Et parallèlement, l'optimisme fondé sur des valeurs morales dont il fait preuve dans le politique est tout aussi délicat étant donné la situation en 1919. Par conséquent, nous devons nous demander à quel moment il est légitime de dévier ainsi de la stratégie générale que nous nous sommes fixés. Mais pour cela, nous devons attendre d'être munis d'une nouvelle analyse du rapport entre faits et valeurs, une analyse qui soit beaucoup plus généraliste. Pour aujourd'hui, je me contenterai de répéter qu'à travers sa première conférence, celle sur le métier de savant, Max Weber a fait preuve d'un dévouement absolu en faveur de l'objectivité de la science et d'une mise en garde absolue contre les dangers d'y introduire des valeurs morales. Alors qu'à travers sa seconde conférence, celle sur la politique, il a fait preuve d'une dévotion toute romantique en faveur de la nécessité d'agir, se montrant particulièrement optimiste quant au rôle que les valeurs doivent jouer en la matière. Les deux vocations, celle qui concerne le savoir et celle qui concerne la politique, doivent en réalité être combinées. C'est à nous qu'il revient de les combiner selon des modalités qui soient à la fois justes et bénéfiques. Merci.